Alors bonjour tout le monde, voilà le petit vidéo que je vous avais promis sur les deux premiers 3 QPOC. Il y en a qui ont assisté à la rencontre team de la semaine passée, donc j'ai comme un petit peu enseigné live ce que je vais enseigner aujourd'hui, mais libre à tout le monde de revenir regarder ce petit vidéo-là, c'est vraiment sur des choses très importantes, d'accord? Donc je vais commencer avec un repère temporel. Juste quelques petites dates pour vous aider à vous situer. Donc, dans mon repère temporel, dans une autre façon de dire ligne du temps, je vais commencer vraiment à partir du début du chapitre 3. D'accord? Mais je vais aller rapidement, mais c'est un petit peu pour vous orienter là où on est rendu. Donc, tout commence l'histoire avec les Britanniques, avec le traité de Paris, qui met fin à la guerre de 7 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que la Nouvelle-France est cédée à la Grande-Bretagne, donc que les Britanniques sont en contrôle de la colonie. Et les Britanniques ne perdent pas de temps, vont tout de suite organiser leur nouveau territoire en écrivant des règles de base. C'est ce qu'on appelle une constitution. La première constitution s'appelle la Proclamation royale. Là, je sais que c'est un peu une révision pour vous. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est à partir de la même époque que les 13 colonies, qui vont devenir plus tard les Américains, commencent à s'agiter, à se révolter, à ne pas être contents de leur sort. Okay? Une des raisons, c'est un petit peu la proclamation royale qui les prive, les 13 colonies, qui les prive d'un territoire qu'ils espéraient gagner, mais que finalement, ce territoire-là va devenir un territoire autochtone, réservé seulement aux Autochtones. Et là, justement, cette agitation-là dans les 13 colonies va continuer en s'aggravant, en devenant toujours un petit peu plus tendue, plus sérieuse, au point où le gouverneur de la province de Québec va demander une nouvelle constitution pour les Canadiens, pour être sûr que les Canadiens vont rester fidèles à la Grande-Bretagne pendant la Révolution américaine. C'est comme si, pour être sûr que au moment où les 13 colonies vont vraiment se révolter, les Canadiens décident, eux, de rester du côté de la Grande-Bretagne. Donc, en 1774, la deuxième constitution est écrite, et cette deuxième constitution-là est très favorable aux Canadiens. Il leur donne beaucoup de privilèges. Et, l'effet contraire chez les 13 colonies, ça va les révolter encore plus, parce qu'ils vont trouver très injuste que les Canadiens aient des privilèges que eux n'ont pas. Donc, c'est un petit peu ce qui va déclencher la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et effectivement, l'année suivante, il y a des livres qui vont dire 1776, là, mais c'est pas important. Mais cette période-là, ça va être la guerre d'indépendance des États-Unis. Donc, le moment où les 13 colonies vont se battre contre l'armée britannique pour gagner leur indépendance. Et on sait que les Canadiens vont rester du côté de la Grande-Bretagne. Ce qui mène à 1783, encore une fois le traité de Paris, le deuxième, qui met fin à la guerre d'indépendance des États-Unis. Les Américains ont gagné. Alors il y a un nouveau pays qui est reconnu par la Grande-Bretagne, des États-Unis. Mais, et c'est là que ça devient intéressant pour ce qu'on voit maintenant, nous, pour les 2-3 QPOC que vous deviez faire, c'est qu'il y avait des Américains dans les 13 colonies qui, eux, sont restés fidèles à la Grande-Bretagne. Donc, pendant toute cette guerre-là, ces Américains-là combattaient, mais du côté des Britanniques, contre les rebelles américains. Ces gens-là, on les a appelés, ces Américains-là, on les a appelés les loyalistes, dans le sens de rester loyal à la Grande-Bretagne. Eh bien, en 1783, les loyalistes doivent quitter les États-Unis, parce que pour eux, ce n'est plus la Grande-Bretagne, ce n'est plus une colonie britannique. Ce qui fait qu'il y a plusieurs milliers de ces loyalistes-là qui vont venir dans la province de Québec, qui est la colonie britannique la plus près. Et bon, un des premiers effets de ce mouvement de population-là, c'est que ça va faire augmenter la minorité anglophone dans la province de Québec. Là, je vais juste sauter tout de suite. Je vais vous montrer une carte des différents établissements de ces loyalistes-là dans la province de Québec.
Donc, vous voyez ici, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est de là que les loyalistes vont quitter. On voit bien sûr qu'il y en a plusieurs de ces loyalistes-là qui vont venir s'établir au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, mais il y en a quand même environ 7-8 000 qui vont venir, des loyalistes qui vont venir s'établir dans la province de Québec. Hein, c'est là où vous voyez les points jaunes. Okay? Et ce qu'on remarque, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les loyalistes vont éviter la vallée du Saint-Laurent, hein, ici, parce que c'est là que sont la majorité des Canadiens. C'est là que les terres sont divisées en seigneuries. Et pour les loyalistes, ils vont préférer ne pas être mélangés avec des Français. Alors, ils vont venir s'établir dans le sud-ouest de la province de Québec, okay, où il y a à peu près personne, aucun francophone, ou dans le coin de la Gaspésie. Mais je me concentre sur le sud-ouest de la province de Québec parce que les loyalistes vont avoir plusieurs demandes, plusieurs revendications quand ils vont arriver dans la province de Québec. Et une de ces revendications-là, ça va être d'avoir leur territoire à eux, séparé de la colonie des Canadiens. Okay? Parce que pour eux, les loyalistes, qui sont fidèles à la Grande-Bretagne, eh bien, ils veulent vivre dans une colonie complètement britannique, avec un système 100% britannique, c'est-à-dire toutes les lois civiles et criminelles britanniques, hein, parce qu'on sait que dans la province de Québec, depuis l'acte de Québec, les lois civiles sont françaises. Les loyalistes vont aussi demander la division des terres en cantons, hein, qui est le système anglais, alors qu'on sait que dans la vallée du Saint-Laurent, le système des terres est divisé en seigneuries. Donc, ces loyalistes-là, c'est la raison pour laquelle le territoire où ils sont en majorité, eh bien, ils vont vouloir que ça devienne une colonie séparée de la colonie des Canadiens. D'accord? Alors, je retourne au temporel pour vous parler des autres revendications des loyalistes. C'est que les loyalistes sont habitués d'avoir un système politique comme dans toutes les colonies britanniques, mais il n'y en a pas ça dans la province de Québec au moment où ils arrivent. Donc, les loyalistes vont demander d'avoir une chambre d'assemblée. OK? Ça, on a déjà vu, les chambres, c'était quoi une chambre d'assemblée? Je ne sais pas si vous vous souvenez au début de l'année, avec le projet que je vous ai demandé de faire sur les partis politiques au moment des élections, les dernières élections. Eh bien, les loyalistes, eux, en demandent une, parce qu'il n'y en a toujours pas dans la province de Québec. D'accord? Donc, ça, c'est les demandes que je viens d'expliquer. Et bien, finalement, en 1791, donc quelques années après l'arrivée des loyalistes, et suite à leurs nombreuses demandes, et aussi, il faut quand même préciser qu'il y avait d'autres colons dans la province de Québec qui demandaient des changements, comme par exemple une chambre d'assemblée. Donc, finalement, en 1791, la Grande-Bretagne va décider de changer la Constitution encore une fois, avec une nouvelle, hein, qui va s'appeler l'Acte constitutionnel, qui est la 3e Constitution. Et dans cette Constitution-là, les Britanniques vont essayer de répondre aux demandes des colons. Donc, pour les loyalistes, la Grande-Bretagne va leur donner ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire leur propre colonie. Et elle va donner aussi une chambre d'assemblée. Okay? Donc, les changements ici, par exemple, le territoire de la province de Québec va être divisé en deux, donc 2 colonies différentes. Le Haut-Canada, qui est une colonie principalement pour les loyalistes, avec tous les systèmes, toutes les institutions britanniques. Et le Bas-Canada, qui est une colonie principalement pour les Canadiens, qui est la vallée du Saint-Laurent surtout, avec, encore, on garde les lois civiles françaises, et les terres qui sont déjà divisées en seigneuries, ça va tout rester de la même chose. Et le système politique, justement, complètement britannique, comme les loyalistes et d'autres colons demandaient. Et bien, le gros changement là-dedans, c'est la fameuse chambre d'assemblée qui donne, j'ai oublié d'écrire mon mot ici, qui donne le droit à la population de voter pour avoir des représentants auprès des autorités coloniales. Donc, c'est le gros changement. Alors, je vais retourner ici pour vous montrer un peu plus en images ce que veut dire tous ces changements-là. Donc ici, on a les changements territoriaux. Si vous remarquez, j'ai mis deux cartes
Oh non, c'est pas les bonnes. Excusez, je vais descendre. Ça, c'est les cartes d'avant, mais c'est celle-ci que je vais vous montrer. Donc, si vous voyez, au moment de l'arrivée des loyalistes, la province de Québec occupe vraiment tout ce territoire-là. On se souvient que les loyalistes arrivent principalement dans le sud-ouest de la province parce qu'il n'y a pas vraiment de Canadiens là. Donc, suite à la troisième constitution de 1791, on part d'une seule colonie à deux colonies différentes. Donc, le Haut-Canada, ici, est réservé surtout aux loyalistes, et le Bas-Canada, réservé surtout aux Canadiens. OK? Et vous remarquez sûrement déjà que ces territoires-là vont être, dans le futur, le Québec et l'Ontario. D'accord? Ça, c'est pour les territoires. Maintenant, je vais vous montrer plus ce que le système politique veut dire. Alors ici, excusez-moi, juste un instant, voilà. J'ai mis, encore une fois pour comparer, ok, le système qui était en place depuis la première Constitution et qui a continué pendant la deuxième Constitution, et le gros changement qui est apporté par la troisième Constitution, celle de 1791. Donc, si on voit avant, qu'est-ce que c'était? Eh bien, la Chambre d'Assemblée, les électeurs n'existaient pas. C'était prévu de l'avoir, mais le gouverneur général, préférait attendre parce qu'il n'y avait pas assez d'anglophones dans la colonie. D'accord? Mais là, avec la troisième Constitution, c'est officiel, on a une Chambre d'Assemblée. OK? Donc, les électeurs, ce qui est à dire la population qui a le droit de voter, peut se choisir des députés, qui sont des représentants, donc élus, parce choisis par les électeurs, qui sont dans une section du gouvernement, et ils peuvent participer au pouvoir. Le mot « élit », ça vient de « élection », c'est-à-dire que les électeurs élisent les députés. Mais il y a aussi des changements. Si on voit avant, il y avait juste un conseil pour aider le gouverneur à faire son travail. Maintenant, avec l'acte constitutionnel, on a deux conseils. D'accord? On a d'abord le conseil législatif. Ce qui est important de comprendre, c'est le mot législatif. OK? Parce que la Chambre d'Assemblée, parfois, on l'appelle l'Assemblée législative. Et là, ici, on a le conseil législatif. Bien, le mot législatif veut dire faire des lois. Okay? Donc, penser à une loi, faire une grosse discussion, un débat autour de cette loi-là, et voter pour que la loi devienne officielle. D'accord? Donc, ce conseil-là fait un peu le même travail que la Chambre d'Assemblée. Ils font des lois. Mais vous allez voir qu'il y a une petite différence entre les deux. Et de l'autre côté, on a le conseil exécutif. Le conseil exécutif, lui, ça vient du mot exécution, c'est-à-dire mettre en action. Le conseil exécutif est celui qui doit gouverner la colonie, avec le gouverneur général, bien sûr, à l'aide des lois qui ont été votées par la Chambre d'Assemblée et le Conseil législatif. Okay? Donc, eux se servent des lois pour contrôler puis gouverner le territoire. Okay? Mais là, avec l'acte constitutionnel, on voit que la structure du pouvoir vient encore d'en haut. Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Bas-Canada et le Haut-Canada sont encore des colonies britanniques. Donc, c'est vraiment d'en haut en Grande-Bretagne, avec le gouvernement britannique, qui inclut le roi de Grande-Bretagne, qui contrôle. Okay? Donc, par exemple, le gouverneur général de la colonie est nommé par le gouvernement britannique. Et ensuite de ça, le gouverneur général, c'est lui qui va nommer les gens qui sont dans le conseil exécutif et les gens qui sont dans le conseil législatif. Donc, tout ce monde-là, c'est choisi par une personne. C'est-à-dire, le gouverneur général les choisit, mais avant de les choisir, il va envoyer sa liste au gouvernement britannique. Si le gouvernement britannique lui dit « OK », alors le gouverneur général va dire « Parfait, voilà, vous avez le travail. » Okay? Finalement, dans toute la structure du pouvoir qui est là, il y a seulement les députés de la Chambre d'Assemblée qui sont, eux, choisis par la population. D'accord? Ça va causer certains problèmes, comme vous allez voir bientôt.